Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus d'auditeurs passionnés par les médias et plus spécialement par la radio et le podcasting. Actualité, débat, innovation et histoire de la radio. Chaque mois, un nouvel épisode d'une trentaine de minutes autour de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et pour cet épisode, je suis à l'ISCOM de Toulouse après un atelier podcast en compagnie de François Quérel, journaliste et responsable de rédaction de La Lettre Pro. Bonjour. Des ondes Vocast. C'est un plaisir de te recevoir, François. Merci, c'est également un plaisir d'être ici à l'ISCOM Toulouse. Nous sommes devant les étudiants qui ont suivi ton intervention sur ce qu'est un podcast et à quoi ça sert et peut-être de futurs podcasteurs en puissance. Alors j'ai dit que tu étais journaliste et responsable de rédaction à Lettre Pro. Tu fais aussi pas mal d'autres activités pour le salon de la radio, le Radio Tour aussi, en région. À noter aussi que tu as travaillé pendant plusieurs années au sein du groupe Espace, donc notamment de 2013 à 2015. Tu as même été directeur des antennes des 10 radios d'Espace Group. Donc Espace Group, c'est Radio Espace, Jazz Radio, Virage Radio, ODS Radio, La Radio Plus, Alp 1, RVA, Génération et la plus connue, on va dire, M Radio, qui s'appelait à l'époque MFM, c'est bien ça? Exactement. Alors toi, justement, qui connais parfaitement bien l'écosystème des médias locaux, nous discuterons ensemble tout à l'heure du repositionnement de certains grands groupes de médias qui adoptent une stratégie basée sur le local, sur la proximité. Selon tes infos, François, Énergie compte répliquer ce que le groupe a fait à Lyon il y a 9 ans, un programme 100% local en journée dans une dizaine de villes. Alors, est-ce pertinent de miser sur le local pour regagner une audience? François, tu nous donneras ton avis et plus de précisions à ce sujet dans quelques instants. Juste après, nous parlerons des modèles économiques des podcasts. Je vous donnerai différentes façons de monétiser ces contenus avec des exemples concrets, réels. Et enfin, à la fin de l'épisode, Eddie Benalla vous proposera des archives des 2 minutes du peuple. T'étais fan, toi, 2 minutes du peuple? François Pérusse, ouais. Oui, effectivement. Alors, c'est une autre génération, c'était la génération Europe 2. C'était l'ancêtre de Virgin Radio, mais j'ai une étudiante qui m'en a parlé, ça m'a fait beaucoup plaisir que même sur cette génération-là, on parle encore des 2 minutes du peuple de François Pérusse qui est culte et qui aurait pu faire un excellent podcast d'ailleurs. Effectivement. Avant tout, revenons rapidement sur l'actualité de ce mois d'avril 2019 qui vient de s'écouler en faisant un zapping radio, c'est le tour des ondes. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour la première fois, les résultats de la 126 000 radios de Médiamétrie placent France Inter première radio de France. Alors c'était une surprise dans un sens, mais dans l'autre quand même, on s'y attendait, François. Oui, on peut dire que les jeux étaient déjà faits, je pense, depuis le mois de janvier. On voyait bien qu'il y avait 60 000 auditeurs d'écart sur la période novembre-décembre entre France Inter, qui était seconde radio la plus écoutée, et RTL, qui était la première radio de France. Donc, c'est finalement la courbe qui a suivi. RTL a perdu beaucoup d'auditeurs, je crois 500 000 en un an, et France Inter qui a gagné, bénéficiant pour certains qui l'analysent comme ça, de la baisse d'Europe 1. Donc oui, c'est un petit séisme, mais en même temps, c'est pas une surprise, d'autant qu'RTL avait déjà été doublé par Énergie dans le passé, et même une fois par France Info, ça il faut le rappeler aussi. Oui, donc RTL n'a pas toujours été la première radio de France, mais en tout cas, France Inter première radio, ça n'était jamais arrivé. Et en tout cas, pour moi, l'autre surprise, c'est la réapparition de la radio régionale Alouette qui a atteint de nouveau le point d'audience, soit 521 000 auditeurs, alors que la radio en fait ne couvre qu'une partie de l'ouest de la France. Oui, mais avec, alors je crois, une grosse trentaine de fréquences. Ils ont eu 2 fréquences supplémentaires, mauvaise langue le disent. Oui, alors après, sur des niveaux comme ça, le 1 point d'audience, 0,8, on est sur des marges d'erreur, puisque le sondage téléphonique, le sondage d'audience de Médiamétrie a une marge d'erreur de 0,2. Donc oui, 1 point d'audience, mais 500 000 auditeurs, c'est à peu près le niveau d'Alouette. Alors après, à 0,1, 0,2 près, pour moi, c'est pas un élément peut-être symbolique, mais un élément qui montre quoi que ce soit. Moi, c'est quand même quelque chose que j'attends à chaque fois à la 126 000 parce que globalement, il n'y a pas non plus trop de surprises à chaque fois. Et c'est vrai que je me dis, bon, est-ce que Alouette va apparaître, oui ou non? Bon, voilà, moi qui suis vendéen, forcément, je suis plutôt fier de cette radio basée aux herbiers. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, une radio c'est une radio qui est devenue un automatisme en fait pour beaucoup de personnes dans ma région natale. Comme beaucoup de radios locales d'ailleurs. Effectivement, tous mes trajets de mon enfance en voiture, c'était à l'écoute d'Alouette. Alors,
pour être honnête, c'est vrai qu'elle a rien d'extraordinaire en fait, cette radio. Voilà, c'est une radio qui fait de la proximité, qui a beaucoup de décrochage local et qui applique des recettes. Moi, je suis lyonnais, donc nous, c'était plutôt la grosse régionale Radio Scoop, même si moi, j'ai passé beaucoup d'années dans le groupe Espace que j'aime également beaucoup. Mais voilà, il y a des grosses régionales qui ont beaucoup de fréquences et effectivement, c'est pas étonnant qu'elles atteignent des niveaux d'audience comme cela. La question aussi qu'on se posait, est-ce que Oui FM allait apparaître sur le point d'audience, c'est-à-dire le point d'audience qui permet d'apparaître sur le hit parade national? Ça n'a pas été le cas encore, mais TSF Jazz aussi qui a fait un bon score. Exactement, qui aurait pu apparaître en fait. Quasiment autour de 1 point, mais voilà, on est sur des marges d'erreur, comme le dirait Médiamétrie, qui fait que les différences ne sont pas non plus énormes. Ah oui, alors pour revenir sur Alouette, c'est surtout, et c'est ça qui fait sa force, c'est l'actu locale des Flash Info toute la journée avec un top horaire immédiatement reconnaissable. Écoutez. Bonjour tout le monde, c'est Julien, ravi de vous retrouver sur Alouette en ce lundi, fin d'après-midi, fin de long week-end, avec toujours plus de hits. Juste après les infos, nous écouterons Gavin James et puis Mark Ronson et Miley Cyrus sur Alouette. Alouette, il est 17h. Alouette, le flash. Avec Nicolas Mézil. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quelques difficultés sur les routes en ce moment avec les routes. Extrait d'Alouette, donc première radio régionale de France, radio créée le 27 novembre 1981 par Philippe de Villiers. Elle doit son nom au mont des Alouettes où se trouve implanté son émetteur d'origine. Elle s'appelait à l'époque Alouette FM, donc avec un S et le FM en plus. Et justement, Alouette FM a été simplifié en Alouette en 1995 et a toujours gardé ce nom-là depuis, contrairement à Chéri FM, qui après avoir été renommé Chéri en 2017, est redevenu Chéri FM ce 22 avril dernier. C'est justement la lettre pro, hein, c'est toi qui as annoncé cette info en exclu il y a quelques semaines. Alors toi qui as l'origine du papier, comment tu expliques ce rebasculement en fait? Tout simplement, Chéri FM n'a jamais vraiment changé de nom dans l'esprit des auditeurs. C'est en tout cas ce que semble-t-il les études ont donné. La radio avait changé de nom en devenant Chéri, tout simplement il y a 2 ans. La stratégie, elle était de dire on a une chaîne de télé qui s'appelle Chéri 25 et on va en faire qu'une seule marque qui s'appelle Chéri, comme l'a fait par exemple l'équipe avec son journal qui a abandonné l'équipe 21 en devenant l'équipe, sa chaîne, et ils se sont dit on va faire une marque qui s'appelle Chéri. Malheureusement, Chéri FM est une radio qui existe depuis très longtemps avec une marque qui est très installée. Je le dis sans aucun mépris, c'est ce qu'on appelle une radio de secrétaire, c'est-à-dire c'est la radio de la ménagère qu'on écoute au travail, et finalement ils se sont rendus compte dans les études que les gens continuaient de dire Chéri FM et que le mot chéri n'était pas arrivé, et ils se sont dit voilà, gardons quand même ce qui fonctionne, et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et y compris en radio. Mais c'est la seule radio du groupe Énergie en fait. Nostalgie, il n'y a pas de FM, Rire et Chanson non plus, Énergie non plus. C'est vrai que c'était logique d'enlever le FM. Oui, mais le FM n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, certains ne savent même pas ce que ça veut dire. L'idée, c'est que la marque s'appelle Chéri FM, que la marque d'abord est la plus importante, et je pense que c'est plutôt raisonnable de la part du groupe Énergie de se dire bon, on s'est planté, et d'ailleurs assez courageux, on s'est planté, on revient à l'origine, puisque en fait ça fonctionnait mieux avant, et je trouve que c'est plutôt courageux dans notre monde de revenir à une marque. Oui, et comme tu dis, on revient aux origines, même dans l'habillage en fait. Tout à fait. Le dernier jingle Chéri a été diffusé à 23h55 le dimanche 21 avril, et à minuit pour le lundi de Pâques le 22 avril, les auditeurs ont pu découvrir le nouvel habillage Chéri FM. Chéri FM, il est pile minuit. Bon lundi de Pâques avec les plus belles musiques non-stop de Sheryl Crow, Lady Gaga et Cabrel. Donc retour aux sources pour Chéri FM avec ce nouvel habillage produit par les Costa. Voilà. Oui, les Costa, c'est un studio mythique. C'est 2 frères, les frères Costa. C'était eux qui chantaient les jingles du Club Dorothée, pour ceux qui ont connu le Club Dorothée. Les voix du Club Dorothée, c'était les frères Costa, et ils ont produit énormément de jingles à l'époque. Marché de l'habillage. Tout à fait. Alors ils ont leur patte à eux. Certains disent que c'est un peu ringard, mais je trouve que voilà, c'est toujours quelque chose
chose qui est très mélodieux, avec des voix très reconnaissables. Et c'est vrai qu'en radio, le fait de marquer l'oreille, c'est quelque chose d'important. Et Chéri FM se chante très bien dans la voix des Costa, je trouve. Et voilà, moi j'ai toujours été assez fan de cet habillage de Chéri FM à l'époque. Qui reste dans la tête, hein, c'est vraiment tout à fait. Qui matraque le cerveau et qui reste en tête. Quoi. Voilà, les frères Costa ont eu France Bleu pendant de nombreuses années. C'est vraiment les meilleurs pour rendre un habillage le plus mélodieux possible. Voilà, alors toutes les radios peuvent pas le faire, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi pour Chéri FM, même si des mauvaises langues disent qu'on revient 10-15 ans en arrière. Alors toi, tu as mis à disposition tout le nouvel habillage de Chéri FM. Tu l'avais uploadé sur SoundCloud, je crois. Tout à fait, oui, on peut le retrouver sur notre site lalettre.pro. Ouais. Exactement. Alors autre info qui a marqué ce mois d'avril 2019 et que tu as révélé encore une fois dans la lettre pro, c'est le rachat de WeFM par le groupe 1981. Alors j'avais entendu des rumeurs dès janvier dernier à ce sujet, mais là c'est bel et bien confirmé. Alors c'est pas moi qui ai révélé l'information du rachat en lui-même, puisque l'information a été donnée le 22 avril, juste après la publication des sondages d'audience par le groupe 1981. Ah oui, d'accord, c'est une communication du groupe. Voilà, non mais je vais pas le reprendre à moi je crois que c'était exclu encore. Voilà, non, moi j'étais habitué aux exclus avec toi. Là. Voilà, non mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, mais en tout cas fin janvier j'avais annoncé la mise en vente de la radio qui avait été annoncée aux salariés. Déjà au salon de la radio en janvier, c'était une rumeur. Alors la rumeur bruissait, mais voilà, moi j'ai eu des sources internes qui ont dit ça y est, ils ont annoncé la mise en vente. Alors faut rappeler que le groupe 1981, ils ont Latina, ils ont Swig, Lex-Ado, Vibration, Black Box évidemment, et Forum. Donc ils ont un certain nombre de radios et je pense qu'ils auront l'expertise pour intégrer une radio qui était un peu seule. En tout cas, c'est une radio qui fonctionne très bien, WeFM, et qui a de bons résultats d'audience. Oui. Et alors justement, après la cession de la marque Virgin à Lagardère, Richard Branson ne voyant plus d'intérêt à garder la station, voilà, donc Richard Branson avait revendu WeFM à Arthur en décembre 2008, et donc du coup maintenant c'est en 2019, ça appartient au groupe. La radio n'a jamais gagné d'argent depuis le rachat par Arthur. Ah ouais. Voilà. D'accord. Bon. Donc ça va être un sacré défi du groupe 1980. C'était Arthur qui voulait se faire plaisir en fait. Oui, mais il y a un moment, il en a eu marre de se faire plaisir, je pense. Alors justement en 2009, Dom Kiris était l'un des rares animateurs historiques de la station à maintenir son poste au sein de cette radio. Alors dans ton article sur la lettre pro, François, tu disais qu'il y avait certainement y avoir des mutualisations entre les différentes radios du groupe. Honnêtement, même s'il est annoncé que certains animateurs de WeFM pourraient changer de station, a priori Dom Kiris, on le voit pas. Non mais c'est inimaginable de l'entendre ailleurs. Alors quand on parle de mutualisation, ça va d'abord être sur les ressources, toutes les plateformes techniques, les ressources administratives. Et on peut imaginer qu'il y aura qu'un service comptable, un service paye, il y aura qu'un service technique. Ils vont mutualiser les achats de matériel. Après, effectivement, un animateur, un personnage, un caractère, comme on dit, reste lui-même attaché à cette station. Après, on peut imaginer que certains animateurs aient envie d'aller sur une autre radio. Et ça, je pense qu'ils vont leur proposer. C'est 30 personnes, WeFM. Oui. À terme, je pense pas que WeFM aura 30 personnes, mais il y aura des autres déploiements dans le groupe sur d'autres stations. Ça, on peut l'imaginer. D'autres profils, évidemment. Mais pour revenir à Dom Kiris, bon, voilà, c'est quand même Monsieur Rock. Donc il y a quand même, on le voit pas sur Latina par exemple. Non, voilà, certainement pas. Mais je pense quand il parlait d'autres animateurs qui pourraient aller, à mon avis, ça ne le concernait pas lui. Bien sûr. Alors justement, Dom Kiris qui a retrouvé notamment tous les jours à 13h30 et 15h30 pour les infos du rock, un des seuls journaux vous permettant de vous tenir au courant des dernières infos rock du moment. WeFM, la radio du rock. Les infos du rock avec Dom Kiris. Le Download Festival France annonce son retour. Ça se passera en mai 2020, toujours dans l'Essonne, en région parisienne. Retrouvez toutes les infos du rock sur wefm.fr. Extrait donc des infos rock du vendredi 19 avril, diffusé sur WeFM. WeFM qui fait donc partie dorénavant du groupe 1981 de Jean-Éric Vailly. Vailly, effectivement. Tu fais bien de me corriger. C'est tout pour le zapping, mais on continue de parler de l'actualité de la radio. Pour cet épisode, focus sur le local, l'importance de la proximité dans la stratégie des médias, notamment en radio. On en parle tout de suite avec François Kéral. Des ondes vocastes, l'actu débat. La radio est le média de la proximité, enfin c'est une phrase qu'on entend très souvent, mais concrètement les réseaux nationaux ont plutôt tendance à fermer de plus en plus leurs antennes locales. Les radios C deviennent des radios D, sans programmes locaux. Je pense à Skyrock, mais même sur le service public, les locales de FIP, en fait, elles sont, on dit toujours qu'elles sont un peu menacées. Eh bien, ce qu'on a appris avec ton article, François, c'est que Énergie, au contraire, veut reconquérir son audience perdue en proposant en journée, dans une dizaine de grandes villes de France, du contenu plus local.
qu'on peut retrouver sur les radios régionales. Donc Énergie avait déjà fait ça avec Lyon depuis 2010 pour contrer Radio Scoop. Ça a marché un temps, mais selon les derniers résultats des médias locaux de Médiamétrie, les 3 dernières vagues donnent systématiquement Radio Scoop devant Énergie. L'écart est faible quand même. L'écart est faible, ouais, voilà. Pour 2017-2018, Énergie est à 7,4 d'audience cumulée et Scoop 8,8. Bon. Alors comme l'écart s'est un peu réduit avec les métropoles intermédiaires, je les ai plus en tête, celles qui ont été publiées en janvier, mais en tout cas c'est pas forcément Énergie qui est moins bon, c'est Scoop qui a été meilleur, je pense sur ces périodes-là, mais à l'époque Énergie était beaucoup plus bas que ça, et du coup même quasi 10 ans après, c'est je pense toujours une réussite pour Énergie d'être présent toute la journée dans une ville comme Lyon. Donc pour toi c'est pertinent de se lancer dans une stratégie comme ça centrée sur le local. Pour toi c'est vraiment le rôle de la radio de se concentrer sur la proximité. Aujourd'hui, le problème des radios comme Énergie, il se retrouve dans un petit peu dans un dilemme qui doit être résolu. C'est que on va pas écouter Énergie pour la musique ou Skyrock ou d'autres que pour la musique, puisque la musique on l'a en accès sur Spotify ou Deezer. On va chercher ces radios-là. Pourquoi ? Pour le divertissement. C'est le cas avec par exemple Manu Lévy ou Coé. Et c'est pour ça qu'il y a plus de talk. On dit que maintenant c'est moins une radio musicale. Voilà, c'est plus finalement une radio divertissement qu'une radio musicale. Et l'autre volet, c'est la proximité, c'est-à-dire, certes, on diffuse de la musique, celle qu'on peut retrouver partout, mais on va la donner avec des informations locales qui vont intéresser sur sa ville, sur la météo, sur l'agenda, les bons plans, peut-être des jeux pour faire gagner des invitations pour des parcs d'attractions locaux, des infos évidemment, et puis cette petite patte qui fait que l'animateur, il est dans la ville, il sait parler aux gens de la ville, il y vit. Et ça, on voit bien que c'est ça qui a fait le succès des radios régionales. On parlait d'Alouette, de Scoop, de ces radios-là, Toulouse FM ou 8 FM par exemple, qui ont souvent d'assez bonnes audiences. Et finalement, les radios nationales aujourd'hui, il faut qu'elles arrivent à trouver leur place. Alors d'un côté, elles font du divertissement avec des grandes pointures qui coûtent cher, certes, Manu Lévy, Coé, Camille Combal sur Virgin, mais l'autre volet c'est qu'en journée, qu'est-ce que ces radios-là peuvent apporter, et elles peuvent pas mettre des stars tout au long de la journée, donc l'idée c'est d'apporter justement cette proximité, et puis également, on le sait, ça va aider à intéresser les auditeurs d'avoir des informations sur leur ville. Mais en plus de ça, ça va permettre à la régie publicitaire de vendre d'autres produits. Ça va aussi permettre à la pub locale d'avoir des supports pour promouvoir leurs événements. Ce qu'on m'a dit en interne à Énergie, c'est que Énergie aujourd'hui dispose de produits événementiels qui sont extrêmement puissants, comme le Énergie Tour. Qui fait étape dans beaucoup de villes, y compris des petites villes. Je sais que par exemple, en Haute-Savoie, à Cluse, ils ont fait un Énergie Music Tour. Ouais, ça, c'est exceptionnel. Voilà, radio comme ça. Voilà, ils vont dans des petites villes, puisque évidemment, les radios régionales font leurs événements aussi avec des mini-concerts. Et d'avoir des antennes locales, ça va permettre aussi de faire vivre tous ces événements-là tout au long de la journée sur des durées un peu plus importantes qu'aujourd'hui. C'est 4 heures de programmes locaux pour la plupart des locales d'énergie. Là, on passerait à 7 ou 8 heures. Ouais. Donc là, ce serait de 9h30 à 17h avec 3 animateurs, c'est ça ? Voilà, 2 ou 3 animateurs. Il y a une expérimentation à Lille depuis un mois. Tu l'as écouté ? T'as pu l'entendre ? Je ne l'ai pas écouté. J'ai un des animateurs d'ailleurs qui nous a signalé qu'il y avait bien 2 animateurs. C'est 2 à Lille. Voilà, c'est 2 à Lille. Mais vraiment, est-ce que tu crois qu'il va y avoir moins de musique et plus de talk ? Moi, je le vois pas en je pense que ce sera pas révolutionnaire par rapport à ce qu'on peut entendre. Pourquoi 2 animateurs du coup ? Eh ben, y en aura un qui fera la tranche 9h30, certainement 13h ou midi, et puis l'autre qui fera l'après-midi, voire peut-être 3 animateurs. Non, je pense que ce sera le programme musical habituel d'Énergie, puisque Énergie a un programme musical qui est assez puissant, mais à côté, effectivement, l'animateur pourra insérer peut-être des informations trafic s'il y a effectivement un gros bouchon à ce moment-là. Oui, la proximité, après, je ne crois pas que ce sera révolutionnaire dans le format, ça restera du Énergie, ça restera ce que font beaucoup d'autres radios nationales en local, Virgin Radio a encore des locales, ils le font aussi très bien, et puis pas mal de radios régionales. Finalement, c'est un peu toujours les mêmes recettes, la radio est un média simple, il faut pas non plus vouloir trouver des innovations incroyables, il faut avoir des convictions, et puis surtout apporter des choses aux auditeurs, pas trop en faire non plus. Alors justement, le Energy Group, on sait qu'ils détiennent beaucoup de web radios, des centaines de web radios globalement musicales, mais Energy Group semble faire quand même le minimum en termes de podcasts. Comme l'offre locale sur le terrain des podcasts est très pauvre, est-ce qu'on peut imaginer Énergie
aller tenter de faire du podcast local ou pour toi c'est inenvisageable, c'est pas du tout... Alors je suis pas dans leur stratégie en détail. Parce que le contenu est pauvre en local. Il y a un truc à faire. De toute façon, par définition, les radios musicales, en tout cas les radios dites musicales, elles ont moins de matière pour faire du podcast. Donc le fait que le groupe Énergie soit pas bon podcasteur, c'est normal, ils ont pas la matière. Après, ce qu'ils vont certainement créer, c'est des podcasts en brand content. Ils l'ont fait avec Halloween, ils l'ont fait avec des séries. Après, les usages sont quand même assez faibles dans le podcast. Donc je crois pas qu'il y ait une politique très ambitieuse là-dessus. Par contre, qu'ils améliorent leur programme, qu'ils fassent en sorte qu'ils soient le plus précis possible, qu'ils aient une programmation musicale et des chroniques qui soient bien chiadées, pourquoi pas. Après, le groupe Énergie géant du podcast, j'y crois pas trop pour l'instant en tout cas. Bien sûr. En tout cas, parlant de podcast, nous allons voir que ça peut quand même devenir une source de revenus intéressante. La radio linéaire peut, dans certains cas, s'inspirer de ces différents moyens de générer des profits. Passons tout de suite à la partie innovation de l'épisode dédié au modèle de monétisation des podcasts. Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Je vais donc vous lister 4 modèles de monétisation pour le podcast, assez différents les uns des autres, avec des exemples concrets et réels. La première idée qui vient en tête, et cela vient de l'héritage de la radio, c'est bien entendu le placement de spots publicitaires ou même le contenu de marque, le brand content. Juste quelques secondes ou faisant partie intégrante du contenu en pré-roll ou en mid-roll, en programmatique ou incrusté directement au sein de l'épisode. Spot produit à part ou message publicitaire directement par une des voix du podcast, donc ce qu'on appelle le host read. Ce type de monétisation est très courant. Alors en radio, les écrans publicitaires sont longs et mal perçus par les auditeurs, alors qu'en podcast, les publicités sont globalement mieux appréciées et l'auditeur y prête une attention plus attentive, une écoute plus active. Alors c'est aussi parce que les pubs dans les podcasts sont plus créatives aussi, c'est comme ça qu'il faut dire. Après, ça dépend. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Alors, toi, François, tu as pu rencontrer l'équipe d'Acast. Alors, Acast qui propose une solution d'insertion publicitaire en programmatique, si j'ai bien suivi. Alors, c'est de l'insertion qui est dynamique. C'est-à-dire, alors, ils m'ont montré leur outil. Ça ressemble un peu à ce que fait Ocha. D'ailleurs, l'outil ressemble un peu, sauf qu'ils ont une partie monétisation et on peut insérer des spots pubs. Alors, ils ont un outil qui permet de détecter le meilleur endroit pour le mettre dans le podcast, d'en mettre différentes versions également si on veut faire par exemple un random comme on dit, et ils conseillent aussi surtout quelle est la meilleure façon de le faire. Par exemple, ce que disent les gens d'Acast, c'est pas bien de démarrer le podcast avec une pub. Et voilà, l'idée c'est pas de faire ce que font les radios ou de faire juste du sponsoring. Et ils ont un outil assez intéressant là-dessus que j'ai pu tester avec cette insertion dynamique. Après, honnêtement, moi en tant qu'auditeur, ce que je préfère, c'est quand la publicité s'inscrit totalement dans la ligne éditoriale du podcast. Moi, je me souviendrai toujours de la publicité pour les matelas Casper dans Studio 404. Studio 404, c'est un podcast sur la vie numérique, mais dans la façon dont ils énonçaient le sponsor, c'était drôle en fait. C'est le placement de produit, c'est-à-dire c'est la pub en direct, c'est ce que font d'ailleurs des radios comme Europe 1 ou RTL, où c'est dans la voix de la speakerine qu'on donne le nom de la marque qui sponsorise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en radio, c'est quand même c'est le délire de la radio. Voilà, ça reste pas très créatif. Le fait de mettre le sponsor dans la voix de l'animateur, ça c'est ce qu'on appelle le placement de produit. Ça c'est quelque chose qui effectivement, je pense à mon avis, a beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'avenir que le simple spot pub qu'on aurait pu entendre à la radio. Oui, parce que les podcasteurs deviennent des influenceurs, on peut le dire, et donc, exactement. Du coup, ça a beaucoup plus d'impact plutôt que mettre un spot classique comme ça ou même lire bêtement un message publicitaire comme on peut l'entendre en radio. Après, on reste beaucoup sur le tunnel, mais de publicité, mais effectivement ça, sponsoriser des chroniques dans la voix de l'animateur ou du présentateur, c'est je pense quelque chose qui a un avenir. Alors tout dépend comment c'est fait, ça peut être très mal fait. Après, le contenu entier aussi peut être sponsorisé, donc faire du contenu de marque, mais attention à pas non plus faire du public communiqué, tu vois. Ce qu'il faut, c'est vraiment parler du produit, mais les vidéos YouTube le font très bien, ça je trouve, parler d'un produit mais tout en restant dans la ligne éditoriale globale du podcast. Il faut pas que le produit saucissonne le podcast. L'idée c'est que si l'auditeur il a l'impression qu'on essaye de lui vendre une camelote, plutôt que de lui donner un contenu, il va fuir et ça aura un effet négatif pour tout le monde. Donc effectivement, il y a des façons de faire, il faut être subtil, et quand c'est fait subtilement et quand ça s'intègre vraiment dans le contexte du podcast, pourquoi pas.
Alors après, il n'y a pas que la publicité comme modèle économique, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'audience ou alors qui visent une audience de niche, du coup, ce modèle-là ne peut pas forcément fonctionner. Alors c'est pour ça qu'il y a un deuxième moyen de financement. Donc le deuxième moyen de financement le plus courant est le système de dons, le tipping. Donc Tipeee et Patreon sont deux plateformes très prisées par les youtubeurs, mais aussi par des producteurs de podcasts. Alors celui qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Patrick Béja, qui était l'un des premiers Français à vivre de ses émissions, et ce grâce à ses soutiens sur Patreon. Il a compris très tôt à quel point il était difficile de financer ses podcasts au-delà d'une entreprise personnelle, donc l'échec financier de son réseau de podcasts No Watch confondé et qui est mort en 2013, lui il misait sur la publicité. Donc là maintenant avec son nouveau projet French Spin, regroupant entre autres le podcast Rendez-vous Tech, les auditeurs le soutenant ont accès à des contenus exclusifs, donc via un fil RSS premium obtenu via Patreon. Alors ça se fait pas trop en fait. Alors il y a une plateforme qui s'appelle Elson là, qui va être lancée par Karine Fillot, une ancienne de Radio France, qui a travaillé à Move notamment, qui elle veut rémunérer à la durée d'écoute et disons elle est sur une rémunération qui est éthique plutôt que de payer un abonnement comme ça va être le cas demain avec Magellan qui va être la plateforme de podcast lancée par Mathieu Gallet qui veut faire payer moins de 5 € par mois pour des contenus exclusifs audio. Là l'idée c'est on a un crédit et on paye en fonction de ce qu'on a réellement écouté. Donc finalement ça challenge le podcasteur en se disant si c'est pas intéressant je gagnerai rien. Mais c'est sur le modèle finalement de Deezer et Spotify qui rémunèrent à l'écoute en fait. Voilà. Alors moi justement sur ce même principe je suis un projet qui est très intéressant qui s'appelle Podcrypt qui lui est vraiment relié à une blockchain en fait. On parle beaucoup du blockchain mais en fait ça déclenche des contrats intelligents où ça paye en crypto-monnaie automatiquement en fonction de la durée d'écoute de ton podcast. Tu parlais de Magellan, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, Canada, Grande-Bretagne et Australie, le mardi 23 avril, Luminary a été lancé. Donc voilà, c'est un peu le Magellan. Il est très contesté d'ailleurs. Très contesté. Est-ce qu'on est prêt à payer pour de l'audio ? Il va falloir vraiment que ce soit génial pour que les gens payent pour de l'audio, notamment en France. Et surtout que le Daily, par exemple, qui est un podcast du New York Times très connu, a refusé d'être sur Luminary. Donc déjà, quand on est sur une plateforme et qu'il n'y a pas un podcast ultra connu, déjà ça sent pas bon pour la plateforme, mais on verra ce que ça va donner. Le modèle auquel je crois le plus, et c'est le 3, c'est l'utilisation du podcast pour de l'inbound marketing. Donc beaucoup d'entreprises, surtout celles exclusivement au numérique, ont un blog ou une newsletter qui apporte du contenu utile à l'internaute, tout en mettant en avant les produits qu'elles vendent. Aucune raison de ne pas faire la même chose en audio, comme fait Twitter avec son podcast Character Count, où à chaque épisode on retrouve un des clients de Twitter qui est mis en avant, décrit à chaque fois comme différent parce qu'il a fait preuve de créativité, qui a été surprenant et efficace avec ses campagnes publicitaires sur Twitter. Donc ici le podcast n'est pas le produit qu'on vend, mais le support qui fait vendre des services et ou des produits de l'entreprise. Alors notons qu'un podcast peut très bien devenir une marque à part entière, ça se fait beaucoup sur YouTube, et donc avec cette marque il y a une déclinaison dédiée de goodies, vêtements, etc. Donc Distortion Podcast par exemple dispose de sa boutique. Ça peut être un cadeau aussi pour des personnes qui participent à une opération de crowdfunding. Donc oui, demain, alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain, s'il y a un podcast mainstream avec un fort sentiment communautaire, on peut imaginer qu'ils puissent lancer des produits dérivés, mais il faut d'abord arriver à attirer une audience et créer ce sentiment de communauté. Ça c'est quand on est déjà assez puissant, et quand on est vraiment très puissant, on peut suivre le dernier exemple de monétisation qui est celui qui me surprend le plus. Vous pouvez gagner de l'argent en organisant des événements en lien avec votre podcast. Par exemple, avec Binge en scène, 2 représentations sont proposées par le studio Binge Audio le 14 et 15 mai au Palais des Glaces, au programme du show mélangeant live et podcast. Donc en fait, ils vont faire sûrement des enregistrements de leur podcast, mais ils font payer les places qui coûtent entre 18 et 30 €. C'est quand même assez incroyable. Ça c'est la recette de la radio aussi, de l'événementiel pour promouvoir sa marque. Pourquoi pas, le Mediapart le fait depuis longtemps, Le Monde aussi, Libération. Utiliser sa marque qui est suffisamment installée pour créer de l'événementiel. Radio France aussi le fait à la maison de la radio avec des concerts. Il y a même un bar, un restaurant. Créer de l'événementiel autour. Mais d'abord, il faut installer une marque et avoir un trafic et une communauté avant d'imaginer tout ça. Bien entendu. En tout cas, vous pouvez nous donner votre avis sur ces 4 modèles de financement en nous contactant par mail contact@vocast.fr ou sur Twitter @AnthonyGouraud, ANTHONYGOU2RAUD.
Des Ondes Vocales, c'est le podcast qui s'intéresse à l'innovation dans le domaine des médias, mais aussi traite de l'histoire de la radio. Et si l'histoire des radios vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur radioscope.fr. Vous pourrez, entre autres, retrouver de nombreuses anciennes grilles de radio. Eddy, fondateur du site, a préparé pour vous une chronique autour des mythiques sketchs radiophoniques des 2 minutes du peuple. Des Ondes Vocast, les archives. Et salut Vocast, pour ce premier retour vers un programme marquant de la radio, on va s'intéresser à du culte, en tout cas me concernant, une sorte de mini-fiction radiophonique venue du Canada et diffusée dans les années 90 sur Europe 2, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, badiba, les 2 minutes du peuple. Voilà, beaucoup de jeux nostalgie en réécoutant ce générique, moi perso. En tout cas, à l'origine des 2 minutes du peuple, on retrouve un seul homme, François Pérusse, humoriste québécois qui fait tout, la musique, les textes, les voix, le montage, bref, tout. Et qu'on reconnaissait facilement aux voix accélérées pour accentuer le côté cartoonesque de la chose. Elle avait un petit je ne sais quoi, si tu es juste en bas, et je ne peux... Non, arrêtez les gars. Qu'est-ce que t'as ? Il y a quelque chose qui va pas, on dirait. Le dernier bout, il était pas assez chanté. C'est peut-être ça, oui, on reprend. Elle avait un petit je ne sais quoi, si tu es juste en bas, et je ne peux... Non, arrêtez les gars. Ça, c'était parfait, mon vieux. Ouais. C'est mieux, hein. Alors le principe, il est simple, des petites scénettes de plus ou moins 2 minutes, ça n'était jamais vraiment la durée exacte, et qui caricaturent le plus souvent notre quotidien et le monde qui nous entoure. Certains jeunes mendiants ou SDF vous sollicitent dans le métro avec une brillante oraison. Bonjour mesdames, messieurs, je ne demande qu'un petit moment d'attention de votre part. Vous comprendrez qu'étant sans emploi et sans argent pour payer des études, il me faut trouver un moyen de survivre. Vous n'êtes pas sans savoir ce que coûte la vie. Trop du cul. Et si je veux m'en sortir et avoir un emploi comme vous, en attendant, je n'ai d'autre choix que de vous demander votre collaboration. Merci, merci, merci. Notez que cette technique est exactement celle des politiciens. Ce message du président a été retenu et payé sur notre chaîne par le parti politique. Bonjour mesdames, messieurs. Je ne demande qu'un petit instant d'attention de votre part. Vache. Vous n'êtes pas sans savoir ce que coûte la vie. Trop du cul. Et si nous voulons nous en sortir et avoir un emploi... Mais il y avait aussi dans le lot des personnages et des séquences récurrentes, mais aussi des parodies de séries et d'émissions de télé. Ça se dispute, Colombo, Urgence, X-Files ou Star Trek, en vrac. Et Pérusse avait aussi ses têtes de Turc récurrentes qui faisaient l'objet de running gags comme Patrick Bruel, Lara Fabian ou Francis Lalanne. Votre rêve, monsieur ? Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir de l'argent plein les poches et plus d'ennuis. De l'argent plein les poches et plus d'ennuis. Sproutukudu. Oui. T'as compris ? Oui, c'est fait. Alors regardez dans votre portefeuille, monsieur. Merde, j'avais 500 francs et j'ai plus rien. Quoi ? Et tout est disparu. Regardez dans les autres poches. Dans les autres poches, il y a des disques de Francis Lalanne. Sproutukudu. Oui. Il t'a demandé de l'argent plein les poches et plus d'ennuis. J'ai dû inverser, j'ai mis de l'ennui plein les poches et plus d'argent. Ce qu'il est drôle. Et ce qui a rendu les 2 minutes du peuple culte, c'est bien sûr la plume de François Pérusse, de l'absurde total et du calembour à la seconde quasiment. Pour ça, le meilleur exemple, c'est pour moi les séries de démarcheurs téléphoniques. Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. Qui c'est ? C'est le club vidéo de votre quartier. Je veux me vider les couilles que vous me regardiez. Nous aimerions que vous en fassiez dorénavant partie. Nous aimerions voir votre fessier, mais d'abord vos parties. On vous passe une carte de membre. On vous casse les 4 membres. Vous pouvez écouter notre pub chaque dimanche après-midi. Vous pouvez découper votre petit sac si moche près du zizi. Et bénéficier d'un rabais. Et bien le ficeler 1 heure après. Vous pouvez ouvrir un compte dans un temps record. Vous pouvez mourir comme un con dans un accident encore. Tous les produits américains sont en promo. Tous les petits américains sont des homos. On a un spécial sur Claude Lelouch. Il est spécial ce Claude Lelouch. On met 3 films pour le prix d'un. Il met 3 filles, c'est pas prudent. Et pour ce qui est de la petite histoire, les 2 minutes du peuple ont commencé au Québec en 1990 sur la radio C'est quoi, puis sur le réseau Énergie. Elles arriveront en France de manière assez discrète en 94 sur France Inter dans l'émission Audimatraquage d'Isabelle Motro. Et ce sera Guy Banville, ex-directeur de la radio Rock Détente au Québec, qui arrivera en France pour diriger Europe 2, qui contribuera à faire connaître Pérusse en France. Les 2 minutes du peuple s'installent à la rentrée 96 sur Europe 2 dans la nouvelle matinale qui était gérée par Arthur, avec un succès immédiat. Au point qu'il y a un CD qui sortira en 97 en France, compilant les meilleures capsules de Pérusse. Et Arthur a participé d'ailleurs à cet album. Il y introduisait chacune des pistes. Petit exemple. Notre petit écran nous offre un mélange de réalité et de fiction. Parfois, la réalité dépasse la fiction s'approche de la réalité. Moi, j'aime bien la fiction en réalité. Si la fiction peut être une réalité et que la réalité atteint la fiction, ça veut dire qu'il n'y a ni fricté ni réalisation.
Je vais prendre un verre d'alcool à friction et m'alité. François Pérusse fera carrément l'effort d'adapter ses capsules pour les Français en les réenregistrant sans l'accent québécois. Et pour ça, vraiment, respect. Les 2 minutes du peuple quitteront Europe 2 pour Rire et Chanson en 2001 et s'arrêteront en 2009. Pérusse les a exportés aussi à la télévision. Série Club avait déjà diffusé à une époque une adaptation des 2 minutes du peuple en dessin animé qui n'était pas franchement indispensable. Au Québec, Pérusse avait continué ses 2 minutes, encore quelques années, pour se consacrer ensuite à d'autres projets, à la télé notamment, laissant les 2 minutes du peuple au rang de culte, ayant marqué une génération d'auditeurs qui lui rendent hommage par la création de sagas MP3 sur Internet, si bien que Pérusse finalement aura fini par offrir récemment un retour surprise des 2 minutes en français, avec 2 nouvelles capsules inédites sur le net. Bon alors, t'es prêt Mathieu? Ouais, 1 minute. Vous êtes sur Télé Associative Info Web. Bon, attends, faut que je réajuste la caméra. Encore? Ouais, Pourquoi on n'a pas de caméra automatisée? Parce qu'on n'a pas de budget. Ouais, ben... Pas de budget, pas de caméra automatisée. Ah ouais, on le sait tous, tout ce qu'il n'y a pas, ça vient par paire. Je vais l'installer, là. Mon père disait pas d'emploi, pas de financement. Ouais. Pas de bonne note à l'école, pas de cinéma. Attention. Pas de talent, Patrick Bruel. Ok, tu m'entends? Dis, il y a eu des likes sur mon dernier bulletin? Non, il n'y a pas eu de like. Bon, tu vois, on n'a jamais de likes. Bon, arrête. On doit être ceux qui avons le moins de likes. Bon, arrête un peu, à Saint-Pierre-de-Rome, ils ont aucun like. Oui, mais ce like-là s'écrit pas de la même façon, il y a un tréma et tu me rassures pas du tout. Bref, je vous invite vivement à découvrir les 2 minutes du peuple, si vous ne connaissiez pas, d'une part pour vous marrer un bon coup, et de l'autre pour développer votre imaginaire également. Les capsules se trouvent facilement sur le net, il y a eu 2 CD en français sortis à l'époque, et pour conclure, et parce qu'on est dans un podcast qui parle de radio, j'avais envie de terminer avec un autre extrait d'une capsule qui parodiait les radios associatives. Et il y en a eu plusieurs. Vous écoutez Fréquence en branle, radio associative, la fréquence qu'on écoute aujourd'hui. Et on se dit merde s'il croit que je vais réécouter ça demain. Putain, cassette de merde. Cette putain de machine vaut pas de la merde. Ton micro est ouvert, hein? I woke up this morning and my baby was not there. So I went to the toilet. Oh, thank my God, my baby was there. Oh yeah. Voilà, c'était du blues. Un chanteur... J'ai la pochette ici. Alors, voilà. Chanteur de blues, un gros monsieur noir assis dans son Porsche avec une pipe, une photographie typiquement brunâtre, vous voyez ce que je veux dire. Et il s'appelle tout simplement Big Black Papa Sitting in his Porsche with a pipe, une photographie typiquement brunâtre, vous voyez ce que je veux dire. Ici Louis-Paul Fafaralard, je vous avais promis une interview avec David Bowie par téléphone et il vient tout juste de ne pas m'appeler, alors c'est annulé. Mais la semaine prochaine, ne manquez pas, ce sera Peter Gabriel qui va être annulé. On a reçu des fax. Ouais, il y a des fax, il y en a 3. 3 beaux fax, on va vous lire. C'est l'opinion des gens nous écoutent, nous écrivent. Il y en a un aussi, je prends au hasard, ça dit ta gueule, trop de cul. C'est tout à fait légitime, les gens ont droit à leur opinion. J'en ai un deuxième, plus positif ici, qui commence par génie. Ça, c'est quelqu'un qui nous aime bien. Ça dit j'ai ni envie de t'écouter, ni envie d'écouter ta musique. Et on en a un troisième qui nous dit voici comment fonctionne votre nouveau fax Canon. Il nous aura vraiment fait tellement rire, François Pérusse, avec ses 2 minutes du peuple. Merci Eddy d'avoir préparé ce sujet. Vous qui nous écoutez, si vous voulez écouter des archives d'une émission en particulier ou intervenir au sein de l'épisode, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vocast.fr et sur Twitter @AnthonyGros, ANTHONYGEU2RAUD. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés et surtout merci François d'être intervenu tout au long de cet épisode. On te retrouve toi très régulièrement sur la lettre pro de la radio, la lettre.pro, et aussi parfois sur CNews le matin en tant que spécialiste des médias. Tout à fait. En voix off, Estelle Hubert. Pour les crédits musicaux, c'est Rob It's Blast, la BO de Radio Star. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Rendez-vous également sur notre site web vocast.fr. Vous pouvez nous écouter partout, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, TuneIn et même via l'assistant Google. Prochain numéro début juin, 1er juin. D'ici là, nous attendons vos réactions par mail sur ce que vous venez d'écouter, contact@vocast.fr. Allez, ciao! Des ondes Vocast.